sur une question tout à fait pertinente. Je t'en prie. En un mot, tout se joue autour de qui a la responsabilité du travail. Dans le capitalisme, le travail, c'est le monopole des propriétaires de l'outil de travail et des prêteurs. Aujourd'hui, de plus en plus des prêteurs, puisque la centralisation financière à l'échelle mondiale du profit fait que la partie rentière de la classe l'emporte sur la partie de la classe qui est directement confrontée à l'activité de production. Sortir du capitalisme, c'est sortir de la responsabilité des propriétaires de l'outil, propriétaires lucratifs de l'outil, dans la définition du travail. Le salaire à vie a cette ambition. Il marche sur deux pieds. Pour qu'il y ait propriété de l'outil de travail par les travailleurs eux-mêmes, et non pas par une classe parasitaire, il y a deux conditions indispensables. Il faut, premièrement, que l'investissement soit financé autrement que par le profit et le crédit, qu'on sorte de la logique. Le propriétaire de l'outil de travail ponctionne une partie de la valeur produite par les salariés, la centralise dans des centres d'accumulation, puis ensuite la prête. Et puis il faut le rembourser. Le capitalisme, c'est je te pique, je te prête ce que je viens de te piquer, tu me rembourses. Ça, c'est la religion que l'on enseigne à l'école. J'ai été pendant 30 ans prof d'économie à l'université. C'est la religion qu'on enseigne à l'université. On ne peut pas investir sans crédit. Il faut du crédit pour investir. Dire il faut du crédit pour investir, c'est légitimer la prédation capitaliste, en faire quelque chose de naturel. Bien sûr que non, il ne faut pas de crédit pour investir. Pourquoi? Parce que si vous investissez au temps T, dans un nouvel outil, en T plus 1, à la période d'après, vous allez avoir plus de travail, ou du travail plus productif, donc plus de valeur économique. Cette valeur économique supplémentaire va pouvoir être cotisée dans des caisses gérées par les travailleurs. Des caisses d'investissement qui vont subventionner l'investissement en T plus 1, sans qu'il y ait à rembourser quoi que ce soit, puisque cet investissement nouveau en T plus 1 générera en T plus 2 du travail supplémentaire ou plus productif, donc plus de valeur, et donc une cotisation économique qui permettra de subventionner l'investissement nouveau en T plus 2 et indéfiniment. Et c'est ce que nous avons fait pour la santé, je le rappelais. Si nous avons pu transformer l'appareil hospitalier comme nous l'avons fait, et comme nous sommes aujourd'hui absolument incapables de le faire, si nous l'avons fait, si nous avons en 15 ans opéré cette mutation essentielle, ça n'est pas en faisant appel au crédit. C'est en augmentant la part mutualisée de la valeur dans la cotisation maladie, qui encore une fois est passée de 8 à 16% du salaire brut dans la période, ce qui a permis à la caisse d'assurance maladie de subventionner l'investissement. Le cycle cotisation-subvention se substitue, c'est un cycle démocratique, dès lors que c'est nous qui gérons les cotisations et les investissements, se substitue au cycle totalement antidémocratique et parasitaire, profit-crédit. Donc, pour que nous changions la responsabilité du travail, ce qui est l'enjeu de toute émancipation, et donc pour que les salariés deviennent les propriétaires de l'outil de travail, il faut premièrement remplacer le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Nous l'avons fait. Nous pourrons le faire pour toute la production. C'est-à-dire qu'une partie de la valeur
devient du salaire socialisé et qui va non pas à des salaires, qui va à l'investissement. Parce que c'est les travailleurs qui décident. Et donc l'investissement doit devenir un élément du salaire socialisé dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs eux-mêmes. Et puis deuxièmement, pour que ces travailleurs qui, maîtrisant l'investissement, peuvent devenir les propriétaires d'usage, c'est-à-dire qu'on ne tire aucun revenu de cette propriété. Il faut supprimer toute propriété génératrice de revenus, bien sûr, qui est le cœur du capitalisme. Deviennent les propriétaires d'usage de l'outil de travail. Encore faut-il qu'ils interviennent, qu'ils décident. Et pour décider dans l'entreprise, il ne faut pas être payé par l'entreprise. Si vous êtes payé par l'entreprise, vous allez la fermer. Parce que le chantage sera permanent, et parce que les petits chefs, etc., etc., etc. Pour que les travailleurs, non seulement soient propriétaires sur le papier, je dirais, de l'entreprise, mais décident effectivement, décident de ce qui va être produit, décident des fournisseurs, décident des marchés qu'on va explorer, décident du collectif de travail, des conditions de travail, etc., etc., il faut qu'ils ne soient pas payés par l'entreprise. Il ne faut pas que leur salaire dépende de l'entreprise. Il faut qu'ils soient payés à vie. À vie. Et le fait d'être payé à vie et que ce salaire soit lié à leur personne, ça suppose une autre mutualisation de la valeur. Ce n'est pas l'entreprise qui paye, c'est une caisse des salaires qui paye. Donc l'entreprise, sa valeur ajoutée, va à deux cotisations. La cotisation économique, qui va à des caisses d'investissement gérées par les travailleurs, et puis la cotisation salaire, qui va à des caisses de salaire gérées par les travailleurs. Or ça aussi, c'est ce que nous faisons. Comment sont payés les soignants? Par leur établissement? Pas du tout. Par la caisse d'assurance maladie. C'est pour ça qu'ils ont un salaire à vie. Aucune entreprise ne peut garantir un salaire à vie à ses salariés, c'est impossible. Comment est-ce que sont payés les fonctionnaires? Par le trésor public. On ne sait même pas qui nous paye, les fonctionnaires. Le trésor public, c'est assez abstrait, d'accord? C'est-à-dire que le salaire à vie, au sens où, premièrement, l'investissement est décidé par les salariés, c'est une part socialisée du salaire. Et où, deuxièmement, les salariés ont un salaire à vie. Et quand je dis salarié, je dis aussi travailleurs indépendants, hein, bien sûr. Ils ont un salaire à vie qui ne dépend pas de l'entreprise, qui ne dépend pas des aléas du marché du travail, qui ne dépend pas des aléas du marché des biens et services, qui sont travailleurs indépendants. Ça, c'est la continuation de 46. Ça s'inaugure en 46 avec le régime général. Alors que leur revenu de base, c'est la continuation du RMI. Le RMI, c'est l'inverse. Absolument l'inverse du salaire à vie. C'est Rocard, d'ailleurs. Donc, dès que vous avez un truc de Rocard, vous êtes sûr que vous êtes de l'autre côté. C'est sans doute l'adversaire le plus puissant de la classe ouvrière. Rocard, parce que c'est le plus intelligent de la bande. C'est pour ça que c'est Saint Rocard qui a été canonisé dès sa mort. Évidemment. Le ministère Rocard, entre 89 et 91, c'est l'addition du tout le pire qui va ensuite advenir. C'est le livre blanc sur les retraites, qui va être la Bible de tous les réformateurs de la retraite. C'est le CES, qui va détruire les droits de l'emploi à travers le contrat emploi-solidarité. Emploi-solidarité, bien sûr. Et puis, c'est le RMI. Le RMI, c'est... Écoutez, et puis c'est la CSG, évidemment, à la place de la cotisation. Mais de toute façon, dès que vous avez une saloperie, vous pensez tout de suite Rocard. Vous êtes sûr de ne pas être dans l'erreur. Alors, pensez Macron aussi, bien sûr, pensez Seguin, donc Fillon, etc. Là, tout ça, c'est la même bande, là, fondamentalement. Qui vont être en conflit pour la frime, ça, c'est le concours de beauté quinquennal qui fait que je comprends très bien que tu votes pas, ça, c'est sûr. Cette élection présidentielle est une catastrophe démocratique, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le RMI? Ça a été construit
contre l'indemnisation du chômage. Vous avez en 1979 une convention d'indemnisation qui est extrêmement intéressante, hein, qui va créer les intermittents du spectacle, par exemple, mais qui aussi dit que toute personne a droit au salaire, qu'elle soit ou pas dans l'emploi. Le premier droit du chômeur, c'est le salaire. Et contre cela, le patronat ne peut pas supporter qu'on ait droit au salaire quand on n'est pas dans l'emploi, bien sûr. Contre cela, alors vous allez avoir Bérégovoy qui fait les arrêts de 82, sanctionné par un accord signé par FO et la CFDT en 84, et puis en 80, qui donc réduit considérablement l'indemnisation du chômage, qui crée la distinction entre des chômeurs qui ont droit au chômage et puis le chômeur en fin de droit, qui ont droit à l'allocation de solidarité spécifique, et puis qui crée des filières. Hein. On a cotisé tant de temps, on a droit à tant de chômage, qui lie la durée de l'indemnisation à la durée de cotisation. Toute cette régression-là va être sanctionnée par Rocard, Rocard dit oui, c'est bien ça. Et comme ça laisse des tas de gens dans la merde, eh ben on va leur donner un revenu minimum. Les gens ont droit à un revenu, écoutez. On ne va pas les laisser mourir. C'est un droit. Et alors sur cette base-là, ben on arrive aujourd'hui au revenu minimum inconditionnel. Il y aura de moins en moins d'emplois. La technologie va détruire la moitié des emplois dans 15 ans. Au service de ce projet, on nous raconte n'importe quoi. Hein, la technologie qui va détruire la moitié des emplois en 15 ans, c'est absurde. Enfin, tous les économistes sociologues du travail qui sont un peu au courant rigolent devant de telles statistiques. C'est de la merde tout ça. Mais ça, c'est dans les débats publics. Et donc, face à un tel malheur, eh ben, il faut distribuer. Il faut distribuer un minimum à tout le monde. Ça, c'est le projet, c'est la roue de secours du capitalisme. Ça. On ne met pas en cause la propriété lucrative. On ne met pas en cause le fait que les salariés ne décident pas de l'investissement. On ne met pas en cause le fait que leurs salaires dépendent du marché du travail et du chantage à l'emploi des propriétaires. Non. Mais on distribue comme ça, comme à des chiens, 800 balles par mois. Allez, démerde-toi avec ça. La classe dirigeante a assez de mépris pour nous filer 800 balles et qu'on ferme notre gueule. Parce qu'avec ces 800 balles, qu'est-ce que nous allons faire? Bien sûr que nous allons travailler. Nous allons faire du bio, nous allons faire du logiciel libre. D'ailleurs, si c'est 1000 balles, c'est encore mieux. 800 balles, c'est déjà un peu juste. 1000 balles. Là, on va faire du logiciel libre, on va faire du bio, on va faire des éoliennes dans son jardin, on va faire des tas de choses. Et le capital qui n'a pas disparu. Pas du tout, qui est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer la valeur que nous produisons avec nos 1000 balles. Un travailleur indépendant est beaucoup plus exploité qu'un salarié aujourd'hui. Parce que la valeur qu'il produit, elle est récupérée par le propriétaire de la plateforme dite collaborative, auquel il est obligé de faire appel, ou d'autres fournisseurs. Elle est récupérée par le donneur d'ordre. Elle est récupérée par le client. Les travailleurs salariés classiques, au moins eux, ils sont organisés pour défendre leurs droits. Les indépendants, rien du tout. Donc, distribuer à chacun 1000 balles, c'est tout bénef pour le capital. Parce qu'il va pouvoir exploiter les gens sans assumer les responsabilités d'employeur. Un respect d'un salaire à la qualification, un respect de la cotisation au régime général, un respect des règles du Code du travail. Tout ça, ça peut sauter. Le revenu de base, c'est une saloperie. Et plus il est élevé, plus c'est une saloperie.